Bonjour, donc moi je viens de l'Institut français d'éducation à Lyon, du service veille et analyse. C'est ma première plongée dans l'univers uniciel, donc j'espère que, en tout cas, le regard que je vais apporter pourra soutenir un petit peu vos réflexions. Donc, je vais m'appuyer sur des travaux qu'on a l'habitude de réaliser. Donc, nous, on a un positionnement un peu atypique dans le système éducatif, je dirais, parce qu'on l'observe, et on l'observe uniquement à travers la lorgnette des recherches. Donc, notre matériau premier, notre matière première, c'est la recherche. Donc, on fait ce qu'on appelle des revues de littérature, donc des synthèses de la recherche. Et je suis là parce que j'en ai rédigé quelques-unes qui touchent aux questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Je vous les ai résumées ici. On en a fait 6 en tout qui touchent l'enseignement supérieur parce que je dirais on travaille davantage sur l'enseignement scolaire d'habitude. Et donc je vais vous parler en particulier, enfin je vais m'appuyer sur la dernière qui est sortie en fin 2012, en octobre je crois. Oui, c'est ça. Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur. Et puis faire quelques incursions aussi dans celle d'avant, qui essayait d'explorer le métier d'enseignant-chercheur sous l'angle pédagogique. Et je n'irai pas jusqu'à celle d'avant qui explorait plutôt le métier d'étudiant, pour le coup. Mais bon, j'ai quelques exemplaires à disposition papier, parce que nous aussi on a remarqué que le papier ça fonctionne parfois. Donc j'ai transporté quelques exemplaires des dossiers en question, les 2 derniers que j'ai mis là et qui seront à votre disposition. Voilà. Alors, je vais commencer par une citation. Je sais que parmi vous, quelqu'un était à Lyon il n'y a pas longtemps pour les journées scientifiques, pédagogie, université numérique. Je suis désolée. J'ai fini mon intervention là-bas avec cette citation. Là, je me suis dit qu'on allait quand même modifier un peu le process, donc je vais commencer avec. Si vous permettez, je vous la lis rapidement. C'est une citation de Brigitte Albérault qui est extraite de son intervention justement aux mêmes rencontres, journée scientifique, pédagogie, université numérique, d'il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Un nouvel objet technique apparaît dans le paysage social. Son introduction en formation vise à mettre en valeur la capacité d'adaptation et de modernisation des établissements. Le discours du politique va dans le même sens, d'autant plus aisément que des accords sont passés avec le secteur industriel. Des expériences pédagogiques, conduites par des innovateurs, se succèdent durant quelques années, impulsées par des mesures incitatives et des financements publics régionaux, nationaux et ou européens. Des études et des enquêtes sont conduites sur les nouvelles pratiques, financées en partie par ces mêmes instances. Au bout d'un certain temps, de plus en plus court, un autre objet apparaît, reléguant le précédent avant toute généralisation ou analyse cumulative des pratiques observées, sans évaluation ni bilan prospectif des acquis et des pertes associées à ces pratiques, et finalement sans effet significatif sur les structures ou le fonctionnement de l'institution. Bon, j'aime bien cette citation parce que en 10 lignes, elle dit tout ce qu'on n'arrive pas forcément à dire, mais qu'on a de toute façon déjà à l'esprit d'une certaine manière. Donc voilà, je vous laisse inventer ce que vous avez envie de mettre derrière objet technique. Je pense qu'on peut y mettre un tas de choses. On y mettait quelque chose hier, on met sans doute autre chose aujourd'hui, mais on est là-dedans. Alors, je vais vous inviter. Donc moi, mon mandat, c'était de vous parler de la formation et de l'accompagnement des enseignants. Je vais procéder en 2 temps. À chaque fois, l'idée, c'est d'essayer de prendre un peu de distance par rapport aux pratiques, par rapport au discours commun, peut-être. Donc, 2 temps. Un premier temps qui va essayer de voir est-ce qu'il faut réellement former Otis. Qu'est-ce que ça veut dire former Otis? Et puis dans un deuxième temps, on essaiera de voir comment effectivement on peut aller sur ce terrain-là. Alors évidemment, faut-il former et se former Otis? La question pourrait paraître évidente, mais bon, l'idée c'est d'explorer un peu ce qu'on entend par là ensemble. Alors,
Je vais parler un peu des étudiants, mais pas trop, parce que je pense que quelqu'un va en parler après. Donc j'ai juste une diapo, je rassure la personne qui intervient après, il n'y en a qu'une. L'idée, c'était... bon, et les étudiants, ils en pensent quoi des TIS? Alors, j'ai posé un certain nombre de questions auxquelles on peut essayer de répondre. Alors, on ne va pas toutes les faire, mais il y a quand même cette idée, voilà, les étudiants sont technocompétents parce qu'ils sont issus d'une génération connectée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites oui, vous dites non, vous dites plutôt non. Vous dites plutôt non et vous avez raison. Mais cette idée-là, elle nous imprègne quand même et elle imprègne nos modes de pensée et elle est quelque part, elle est source d'une inertie dans la manière dont on, je dirais, dont on appréhende la question des relations entre technologie et pédagogie. Donc on va essayer de prendre un peu de distance. Alors pourquoi ils ne sont pas technocompétents? Bon, on va voir. Est-ce qu'ils savent transférer dans leur pratique d'études les usages développés dans leurs loisirs? Non, ils ne savent pas. Et je vous rassure, les profs ne savent pas non plus. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la recherche, hein, attention. Euh, j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Est-ce qu'ils savent tirer parti de la flexibilité offerte par les technologies? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils savent, à un moment donné, pouvoir profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui des opportunités d'apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils savent pas bien. Ils sont pas dans le anywhere, anytime. Ils sont dans le just in time, au mieux. Au mieux, voilà. Mais comme nous, hein, d'une certaine manière. Donc là, attention, hein, je suis pas en train de stigmatiser. Hein. Mais en revanche, il y a pas mal d'études sur ces questions de flexibilité. Alors je m'arrête 3 secondes là, sur cette notion-là parce que Manuel en parlait en introduction. Euh, toutes les études qui examinent un petit peu ces questions-là montrent qu'il faut de la contrainte et que les étudiants sont plus entreprenants dans un environnement qui est contraint ou en tout cas qui est suffisamment guidé. S'il n'y a pas de consigne, il n'y a pas d'exploration non plus des technologies, il n'y a pas de curiosité naturelle en tout cas pour explorer les liens entre technologie et pédagogie de la part des étudiants. Alors, est-ce que les étudiants pensent que les enseignants sont has-been parce qu'ils n'utilisent pas ou peu les réseaux sociaux? En fait, ils s'en moquent. Voilà, parce que pour eux, les réseaux sociaux, c'est pour communiquer avec leurs relations, leur famille, leurs amis. Ah, pardon. Ils n'ont pas spécialement envie de communiquer, d'avoir de la communication institutionnelle ou en tout cas même d'ordre de la formation par les réseaux sociaux. Hein. Donc attention. Bon, je vais pas tous les faire. Vous avez compris un peu le principe. L'idée, c'est qu'il y aurait une génération et que les étudiants apprendraient autrement, auraient des styles d'apprentissage totalement différents, que même le cerveau pourrait avoir connu une mutation, etc. Bon, il y a certaines études de neurosciences qui se penchent sur cette question. Hein. Quand on reprend les digital natives, digital migrantes de Prensky, il est allé jusque-là. Il est allé jusqu'à dire que le cerveau avait mué d'une certaine manière. Bon, l'idée c'est qu'on prenne un peu de distance par rapport à ce discours-là et surtout qu'on en mesure toutes les implications. Enfin, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas qu'on mesure quelques implications, qu'on aille au-delà du constat. Alors, regardons un peu du côté des enseignants rapidement. Sur le même principe. Est-ce que les enseignants pensent que les étudiants sont plus agiles qu'eux avec les technologies et qu'ils ne rattraperont jamais leur retard? Il y a cette idée-là, hein, d'une certaine manière. Cette idée, c'est une force d'inertie. C'est à partir du moment où on se dit ils savent faire tout un tas de choses que moi je ne sais pas faire et que je ne saurais jamais faire,
on n'a pas forcément envie d'investir, en tout cas dans les technologies, de la part d'un enseignant. Est-ce que les enseignants sont techno-compétents parce que l'institution met à disposition des ressources matérielles, logicielles, pédagogiques? Bon, si c'était suffisant, ça se saurait. On sait bien que ce n'est pas suffisant. Bon, je ne vais pas tous les lire. Hein. Les enseignants pensent que l'enseignement magistral n'est plus adapté aux nouvelles générations d'étudiants et qu'il faut privilégier les méthodes actives. C'est un discours qu'on entend. C'est du discours commun. C'est pas forcément vérifié par la recherche. Les études empiriques ne vont pas dans ce sens-là non plus. L'enseignement magistral a sa place. Les questions qui se posent, c'est plus comment on articule la présence et la distance, comment on articule le magistral avec une mise en activité. Mais il ne s'agit pas de faire disparaître l'enseignement magistral. Bon, voilà. C'était juste quelques entrées. Sur les relations entre technologie et pédagogie, donc il y a cette idée que l'enseignement en présentiel perd de son intérêt, qu'il est concurrencé par la distance, que la distance va remplacer la présence. C'est déjà ce qu'on disait il y a 10 ans. Non. L'étudiant, il veut du contact, hein, on le disait tout à l'heure, il veut venir, il veut rencontrer des gens, il veut comprendre la cohérence du cours, il n'est pas là-dedans. La valeur ajoutée, est-ce qu'elle est dans la flexibilité ou dans la personnalisation? La flexibilité, je l'ai déjà dit, c'est relatif. La personnalisation aussi. L'étudiant, il n'est pas forcément intéressé par des choses personnalisées. Ce qu'il veut, c'est un tout cohérent et un tout de qualité. Il veut comprendre l'objectif du cours, là où il va, quelle est la cohérence globale du cours et du programme de cours dans lequel il s'inscrit. L'idée d'avoir des choses qui ne soient pas les mêmes que le copain d'à côté, ce n'est pas quelque chose qu'il revendique en général. Bon, je peux en donner un autre. Alors, est-ce que la valeur ajoutée pédagogie propre aux technologies, c'est la communication et l'accès à l'information? Oui, là, il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. C'est insuffisamment exploité. Est-ce que les TIS favorisent un engagement dans la tâche et sont plus exigeantes tant pour l'enseignement que pour l'apprentissage? Là encore, on irait plutôt vers le oui. Donc c'est les composantes un peu de motivation dont on parlait tout à l'heure qui évidemment sont pas unilatérales. Donc ça dépend du contexte, hein, comme on disait, un outil, un objectif, un moyen. Mais il y a cette idée qu'en tout cas il y a un lien entre les TIS et la motivation, c'est sûr. Il n'y a pas forcément de lien avec les résultats en revanche. Hein. Les TIS n'améliorent pas forcément les résultats scolaires ou les résultats aux examens en tout cas. Il n'y a aucune étude qui permet d'aller sur ce terrain-là. En revanche, c'est plus exigeant, à la fois pour l'enseignant, parce que ça amène une certaine transparence, mais aussi pour l'étudiant qui doit travailler davantage. Alors, vers quoi ça nous amène ces questions-là, qui sont des choses qu'on ne questionne pas parce qu'elles sont là, donc on ne prend pas le temps, mais les études empiriques vont dans le sens inverse, hein, de ce discours commun qui fait partie de notre ambiance quotidienne. Il n'y a pas de génération Y, ni Z, ni C, parce qu'on dit C maintenant, connecté, etc. Bon, non, les étudiants, ils ont des usages très basiques, la plupart. Toutes les études qui travaillent sur les typologies montrent que 50% des étudiants ont des usages très basiques, très routiniers, voire. Hein. Comme nous, d'une certaine manière. Enfin, comme... Alors, quelle implication de ces réflexions-là? C'est l'idée que pour les enseignants, il faut être attentif à la diversité des pratiques et à ne pas se focaliser sur cette question de fracture générationnelle. Il y a l'idée qu'il faut donner une priorité à la pédagogie et pas à la technologie.
C'est-à-dire que c'est la pédagogie qui va, d'une certaine manière, permettre, servir de levier pour faire entrer la technologie dans les pratiques. C'est pas le contraire. Hein. La, la, bon, je vais le dire autrement, plus court, la pédagogie prime sur la technologie. Donc ça soulève tout un tas de nouveaux questionnements autour de l'ingénierie. Il y a l'idée qu'il faudrait adopter une approche plus globale, plus collective des cours et des fonctions autour de l'enseignement. On l'a déjà évoqué. Et puis qu'il faut arrêter de penser que c'est parce qu'on a un système qui permet de s'adresser en même temps à 2000 étudiants, et ben on va s'adresser avec efficacité à 2000 étudiants en même temps. La technologie, ça permet d'aller plus justement vers le différencié, mais c'est plus exigeant. Donc c'est une étape qu'on a du mal à franchir parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut des moyens, et puis parce qu'on ne sait pas faire, hein, tout simplement. Donc il y a l'idée qu'il faut aller peut-être aussi du côté de ces technologies, d'arriver à en avoir une compréhension un peu plus globale. Les technologies changent tout le temps. Aujourd'hui, on parle de telle technologie, demain on parlera d'une autre technologie. C'est l'idée d'approfondir un petit peu les liens qu'on peut tisser entre les affordances, donc les possibilités, en tout cas les potentialités portées par ces technologies, quelle qu'elle soit. Une technologie peut ressembler à une autre. Une potentialité peut être assumée par différents outils. Et puis, il y a l'idée que pour les enseignants, il peut être intéressant d'avoir une approche un peu réflexive de son enseignement et d'aller du côté de l'expérimentation et de l'évaluation, avec des démarches de type Scholarship of Teaching and Learning. Je vais y revenir. Bon. Si je devais résumer un peu tout ce que j'ai dit là, en allant assez vite, il me semble qu'il y a quelques leviers qui permettent de renégocier un petit peu ces liens entre technologie et pédagogie. Il y a l'idée du collectif qui revient très fort. Hein. J'ai écrit concertation, mais c'est cette idée que enseigner, c'est pas enseigner seul dans sa classe. Donc ces questions d'équipe pédagogique qui occupent beaucoup le secondaire commencent à occuper aussi un peu le supérieur. Donc on s'interroge sur l'opportunité d'approche programme. Hein. Ce sont des approches qui sont mises en place au Québec pour l'instant, mais qui arrivent un peu chez nous. L'approche par compétences et donc l'évaluation qui va avec. Hein. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, c'est-à-dire la cohérence. Hein. C'est pas un enseignant qui est spécialiste d'une question donnée et qui va faire son cours dans son coin. Il faut qu'on sorte de ces logiques-là qui ont prévalu quand même assez longtemps pour aller vers de la mise en cohérence, aussi bien au niveau essentiellement au niveau des programmes. Un deuxième levier qui paraît essentiel, c'est celui de la littératie. Parce qu'on a l'impression qu'on est technocompétent, mais on l'est pas. Enfin, les étudiants ne le sont pas. Ils ne sont pas autonomes par rapport aux technologies, ou en tout cas insuffisamment autonomes. Toutes les études montrent que, pas mal d'études montrent qu'il y a il y a une dépendance à la consigne, je vais le dire comme ça. Hein. L'étudiant, il ne va pas spontanément aller explorer toutes les potentialités qu'on lui met devant les yeux. Si l'enseignant ne guide pas, ne lui donne pas des bonnes consignes, ne l'invite pas, ne l'incite pas d'une certaine manière à aller explorer telle ou telle facette, il n'ira pas tout seul. Ou alors celui qui ira tout seul, ce sera les 2% des étudiants, mais ce ne sera pas la majorité des étudiants. Donc cette question de littératie, elle est importante. L'enjeu, c'est bien derrière, c'est l'autonomie. Michel Serres parle de présomption de compétence. Je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière cette présomption de compétence, qui est largement spéculative, il faut aussi voir plutôt une présomption d'incompétence.
Bon, parce qu'il n'y a pas ce transfert, je dirais, entre une agilité qu'ils peuvent avoir dans leur activité de loisir et je dirais, une agilité qu'ils pourraient avoir équivalente dans leur activité académique, hein, d'une certaine manière. Il n'y a pas de transfert. Donc, inviter un autre levier, c'est les questions d'articulation entre présence et distance. On n'est plus dans des logiques de concurrence, on est dans des logiques d'articulation. Mais ça invite à repenser le système, hein. Il y a des nouveaux modèles pédagogiques, enfin, des nouvelles modalités pédagogiques qui émergent quand on parle des flipped classrooms, c'est bien ça. C'est-à-dire que la distance redonne de la valeur à la présence, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va repenser l'enseignement en présence, parce qu'on va pouvoir déléguer à la distance des choses qui est simplement de la transmission de contenu. Donc la transmission de contenu va pouvoir se faire en dehors du cours, et dans le cours, on va revenir sur de la mise en activité, de l'échange, de la controverse, des choses qui permettent de discuter les contenus, ou en tout cas d'être en activité par rapport à des contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez fort. Et puis un autre levier, c'est les questions d'architecture et d'organisation des espaces. C'est important. Il y a tout un mouvement aux États-Unis sur les innovative classrooms qui organisent les espaces sous forme de table de restaurant, par exemple, avec 7 ou 8 étudiants. Donc il y a tout un restaurant, on va le dire comme ça, une grande salle avec plein de petites salles de 8 ou 9 étudiants qui travaillent voilà, sous le guidage de l'enseignant. Derrière ça, il y a l'idée que ce qui est important derrière la technologie, c'est les acteurs, donc c'est vous. C'est ce que vous faites avec ça. Il y a une espèce d'urgence à se dire que on ne peut plus se préoccuper uniquement de renouveler le matériel, de renouveler le logiciel, de dépenser un budget en tout cas assez conséquent sur ces questions de matériel et de logiciel, mais qu'il faut outiller les établissements avec des ressources humaines adéquates. Donc il y a des nouveaux métiers qui émergent, etc. Bon, j'insisterai pas trop là-dessus. L'importance du rôle des acteurs, c'est du rôle des acteurs. L'idée principale, c'est individuel, mais c'est aussi collectif. Au-delà des personnes, c'est favoriser l'engagement des entités prescriptrices. J'entends par là la notion d'équipe pédagogique que j'ai évoquée, les questions de département ou du FR ou de faculté, ou bon, peu importe comment vous les appelez, les unités en tout cas disciplinaires, on va dire. Et puis le rôle de toutes les structures d'appui, plus ou moins internes ou externes, comment on met en synergie je dirais tous ces acteurs. Structures d'appui internes ou externes, et ben, c'est typiquement les services TIS, le réseau des SUP, par exemple, mais ça peut être aussi les services RH des universités qui se positionnent sur la formation pédagogique des enseignants. Ça peut être les SP qui arrivent à grands pas. Donc il y a tout un tas de structures qui veulent se préoccuper de ces questions d'accompagnement pédagogique ou de formation pédagogique. Voilà, avec des questions de pérennité, de budget, de personnel, etc., qui reviennent souvent. Et puis une question de fragmentation qui va être à l'ordre du jour en France parce qu'on a un paysage qui commence véritablement à se fragmenter. Bon, peut-être qu'il faudra réfléchir à créer de la synergie dans tout ça. Alors, très rapidement, mon deuxième point. Bon, maintenant qu'on a essayé de réfléchir un peu sur ces questions de TIS et de technologie et de pédagogie, comment on envisage la formation et l'accompagnement? Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler du SOTL. Qui a déjà entendu parler du SOTL? Assez peu. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Hein. C'est une lame de fond qui arrive, je dirais, des États-Unis, on va le dire comme ça, mais qui a commencé là-bas, oui, dans les années 90, hein, fin des années 80, début des années 90. Scholarship of Teaching and Learning. Alors, c'est parfois traduit par expertise en matière d'enseignement et d'apprentissage. Ça ne veut rien dire en français.
Enfin, en tout cas, pas grand-chose. C'est pas très. Voilà. L'idée, je trouve que j'aime bien ce schéma. Donc, c'est un schéma que j'emprunte à une chercheuse québécoise, Marie-Lou Bellil, qui distingue un peu trois niveaux dans le Scholarship of Teaching and Learning. Un niveau qui concerne l'excellence en enseignement, un niveau supérieur qui va vers l'expertise en enseignement, et un niveau encore supérieur qui va jusqu'à l'expertise de la recherche en enseignement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas opposer la recherche et l'enseignement. Il faut concilier tout ça dans l'activité de l'enseignant-chercheur, de promouvoir une démarche réflexive, et de rendre son activité d'enseignant plus scientifique. C'est ça le troisième niveau. C'est-à-dire qu'on va l'encourager à faire des recherches ou à s'engager dans des recherches-actions, à publier dans des revues à vocation plus professionnelle que scientifique, hein, sur son activité d'enseignement dans sa discipline. Donc aux États-Unis, vous avez tas de revues sur voilà, l'enseignement de la physique pour le niveau undergraduate, ce genre de choses, hein. Donc ça va jusqu'à des choses assez précises. Donc c'est l'idée de promouvoir cette démarche-là, voilà, et de s'appuyer sur quelque chose d'expérientiel, hein. J'aime bien cette formule là, employée par Rejcollet et Berthiaume parce que je trouve qu'elle résume tout. L'idée, c'est de passer d'un savoir individuel implicite à un savoir explicite partagé. On a deux dimensions là. On a la dimension, on passe de l'implicite à l'explicite au niveau de l'enseignement, hein, et on a la dimension individuelle collective. Si on croise tout ça, bon, ça nous donne un terreau, je dirais, favorable pour essayer de réfléchir à l'évolution ou à la rénovation des pratiques d'enseignement. Alors évidemment, on peut le voir, là je vous ai montré un escalier, mais l'idée c'est bien que c'est quelque chose d'itératif, hein. Donc souvent, je ne vais pas insister, mais le cycle de Kolb c'est quelque chose qui est assez repris, en particulier par les gens qui sont dans l'accompagnement pour essayer de réfléchir un peu à leur activité. Bon, j'insiste pas. Le SOTOL, c'est un mouvement très influent, il ne faut pas croire. C'est énorme. Il y a des logiques militantes derrière qui ont un poids en Amérique du Nord qu'on ne peut même pas s'imaginer ici, je pense. Ça arrive chez nous, hein. Alors on n'appelle pas ça forcément SOTOL, mais quand on regarde par exemple les travaux qui sont menés par l'Institut pédagogique des multimédias à Louvain, en Belgique, ça s'inspire clairement des principes du SOTOL, hein. Bon, plus proche de nous aussi, au Royaume-Uni, il y a toute une démarche de professionnalisation de l'enseignement, avec l'élaboration d'un référentiel métier. Ils ont créé différents profils d'enseignants, enfin d'enseignants-chercheurs, hein, selon si on veut donner une inflexion pédagogique ou non à sa carrière, sachant que cette inflexion elle n'est pas définitive, à un moment donné on peut changer. Bon, donc il y a des statuts différenciés. Ils ont fait un gros travail là-dessus. Alors, bon, ce SOTOL, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Quelle ingénierie? Alors, je ne vais pas vous donner de réponse, malheureusement. Il y a plutôt beaucoup de questions. Bon, j'ai pas trop le temps de m'arrêter dessus, en fait. Je pense que j'ai prévu trop de choses, comme souvent. Mais il y a pas mal de questions basiques, hein. Faut-il rendre la formation obligatoire, la formation initiale obligatoire pour tous les enseignants? Faut-il contractualiser la formation continue? Est-ce qu'on va privilégier une approche formelle de type programme ou une approche plutôt projet en partant de la dynamique des acteurs eux-mêmes? Est-ce qu'il faut opter pour des interventions longues ou répétées ou bien des interventions plus ponctuelles? Quel individu on va cibler? Bon, est-ce qu'on cible plus spécifiquement les enseignants débutants ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants temporaires, qui sont des personnels qui ne sont pas totalement anecdotiques dans certaines formations? Il y en a quand même beaucoup.
Bon, est-ce qu'on privilégie une approche transversale ou disciplinaire, etc. Il n'y a pas de réponse. Alors, j'ai pas le beau rôle de poser toutes ces questions. Vous allez repartir de là, vous allez être encore plus troublé qu'avant d'arriver, mais c'est des questions qui sont posées par la recherche et par les professionnels sur le terrain qui essaient de se débrouiller avec ça. Il n'y a pas de réponse, je dirais, unilatérale. Après, ce qu'on observe, c'est des réponses locales, hein, en fonction des dynamismes locaux qui émergent, des relations qui existent. Bon, on sait bien qu'on travaille avec les gens avec qui on s'entend, pas avec les gens avec qui on doit travailler. Donc ces dynamiques locales et interpersonnelles, elles sont essentielles. Bon. Évidemment, il y a le statut de l'enseignant-chercheur, mais j'irai pas là-dedans, parce que c'est un tel poncif que c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Alors, juste quelques bonnes pratiques à la manière des anglo-saxons. Que disent les recherches sur l'idée que l'entrée dans la carrière est un moment propice? Alors, quels pays font ça? Donc, il y a certains pays qui ont instauré une formation initiale obligatoire pour entrer dans la carrière ou pour être titularisé, ça dépend. Donc, c'est soit en amont, enfin juste avant, soit dans les 1, 2 ou 3 ans qui viennent, parce que la titularisation, c'est pas forcément au bout d'un an. En Angleterre, c'est plutôt 3 ans en général. Bon. Certains ont pris cette option au niveau national, donc en particulier en Australie, en Norvège, au Royaume-Uni, en Suède. D'autres, cette formation initiale obligatoire, elle relève du niveau établissement. C'est l'établissement qui choisit. C'est les choix qui ont été faits, par exemple, aux États-Unis, en Finlande ou aux Pays-Bas. C'est pour dire que ce n'est pas des questions totalement taboues. Il y a beaucoup de gens qui en parlent dans le monde. Voilà, ça permet aussi de conforter un petit peu les questionnements qui émergent chez nous. Bon, dans d'autres pays, le choix c'est pas le choix d'une formation initiale de type formation, mais c'est un choix d'accompagnement qui a été fait, toujours pour les enseignants, les nouveaux enseignants. Je voulais vous parler du Royaume-Uni, mais je ne vais pas avoir le temps. L'idée, c'est qu'eux, ils ont voulu jouer jacobin, comme nous. Ils ont mis en œuvre une formation obligatoire pour tous les nouveaux enseignants du supérieur. Je ne sais plus en quelle année c'était, j'ai oublié. Mais ils sont restés. Alors, c'est un projet qui est géré par la Higher Education Academy. Donc ils ont mis ça en œuvre il y a déjà quelques années, je ne me souviens plus à quel moment. Mais bon, il y a eu de premières recherches sur le dispositif et les recherches ne sont pas forcément très positives. Dans le sens où c'est pas le fait de rendre la formation obligatoire qui n'a pas marché, c'est le fait que le cadre n'est pas assez contraignant et que du coup les établissements ont fait tout et n'importe quoi derrière l'idée de faire une formation obligatoire. Donc il y a eu une variabilité absolument extrême des dispositifs qui ont été mis en œuvre. Et du coup, l'évaluation de cette formation, en tout cas, est difficile. Bon, en gros, c'est ça l'idée. Il y a une autre idée clé quand même là-dedans, c'était qu'il y avait souvent, mais ça on l'a retrouvé en France aussi avec les CIES, c'était qu'il y avait une espèce de disjonction entre ce que les nouveaux enseignants formés apprenaient, hein, notamment sur les méthodologies actives, et puis ce qu'ils constataient sur le terrain quand ils allaient dans leur département. Donc là, en termes de construction de l'identité professionnelle, ça pose un peu des soucis, ces espèces de disjonctions, mais qui sont fortes, hein, voilà, de fractures, quoi. Alors, pour conclure sur ces questions de formation initiale, si on regarde pas mal de recherches empiriques, au bout du compte, on arrive à quoi? Si on fait une formation formelle, il faut aller sur une formation longue. C'est ça qui est efficace. Donc il ne s'agit pas de faire 3 stages dans l'année de 5 jours. C'est pas ça. Pour que ce soit vraiment efficace sur le long terme, et efficace sur le long terme, ça veut dire changer les représentations de l'enseignant et de l'enseignement. Toute ma première partie là sur les représentations, c'était ça l'idée, hein. Former les étudiants, former les enseignants à la pédagogie numérique, on va le dire comme ça, c'est changer leur représentation. C'est ça l'objectif.
Si vous changez les représentations, l'enseignement il va changer. Bon, et pour changer les représentations, il ne s'agit pas de quelques jours cosmétiques dans un emploi du temps surchargé. Il faut une vraie formation. Voilà. Couplé à un accompagnement par les pairs parce que c'est essentiel. Le fonctionnement, je dirais, dans l'université ou dans l'enseignement supérieur, l'identité professionnelle, elle se construit avec les autres, hein, avec les pairs. Donc il faut mettre en place les deux. Et l'élément clé, c'est l'environnement institutionnel propice. S'il y a la fracture dont je vous parlais tout à l'heure, et ben les représentations, elles vont être tiraillées entre la théorie qu'on va faire dans les cours et la pratique voilà. Et là, ça ne marchera pas. Voilà, bon, rapidement. Développement pédagogique. Alors, le développement pédagogique après la titularisation, donc là, c'est l'accompagnement cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des pays qui se sont plus axés sur les questions de formation continue? Oui. C'est le cas en Belgique, au Canada et aux États-Unis aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner? Qu'est-ce qui est efficace? Est-ce qu'il y a concurrence ou complémentarité entre l'idée de mettre en place des interventions ponctuelles à la demande des enseignants-chercheurs, donc liées vraiment à leur activité, je dirais à leur perspective, hein, voilà, ou est-ce qu'il faut plutôt des formations, des événements répétés qui s'adressent à tous les enseignants? Est-ce qu'on va cibler les enseignants d'une discipline pour leur offrir un accompagnement spécifique, etc. Est-ce qu'on fait des programmes courts sur mesure, sur projet, autour d'une pratique réflexive, ou des choses plus généralistes qui s'adressent à tous les enseignants? Bon, spontanément, on dirait c'est mieux de faire des cours sur mesure, etc. Pas nécessairement. C'est-à-dire que ça dépend de l'attente des enseignants. Voilà. Les deux peuvent convenir à des moments différents de la carrière. Voilà, selon si on est tout seul ou en groupe. Enfin, il ne faut pas aller sur l'un plutôt que sur l'autre. L'idée, c'est de laisser le choix et d'avoir une offre d'accompagnement suffisamment large pour que chacun puisse s'y retrouver à un moment donné. Il n'y a pas de recherche qui dit telle formule est plus efficace que telle autre. Enfin, telle formule est efficace, oui, mais est-ce qu'elle est plus efficace que telle autre? Bon, c'est pas clair en tout cas, c'est pas tranché. J'ai fini mes diapos dans le train. Je cherchais une image pour finir, j'avais pas trouvé. Voilà, j'avais que ça. Bon, désolé. Oui, c'est l'idée que, voilà, c'est pas trop tard, mais vous êtes là pour ça, je crois. Donc, voilà. Merci pour ce travail à la fois décapant et de synthèse. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir aussi que, en des temps où la formation des enseignants sont un enjeu manifestement assez fort, puisque du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué tout ça, mais il y a quelques années, parler de formation des enseignants à la pédagogie, c'était une insulte. Et là, c'est devenu la norme. C'est même le contraire qui serait une insulte, c'est de ne pas en parler. Donc, c'est assez intéressant de voir justement tout ça et de mettre en perspective. Et vraiment, merci par rapport à ça. Des questions? Ah, moi, j'en ai des tas, alors me lancez pas. Sophie? Je ne sais pas si c'est vraiment une question, donc je vais peut-être me montrer un peu provocatrice, je vais le dire comme ça. Parler de rénovation pédagogique, justement dans un temps où on parle de formation des enseignants, est-ce que c'est pas un peu... Est-ce qu'il ne vaudrait même pas parler d'évolution pédagogique? Parce que rénovation, on est en train de dire, par exemple, il faut tout mettre à la poubelle. Ça peut être un peu frustrant, vexant pour des enseignants d'entendre parler de rénovation pédagogique. Je sais pas. Enfin, là, j'avoue, j'ai pas d'avis sur la question. C'est un mot que vous trouvez fort, hein. Rénover, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui existent. C'est parce qu'on a entendu des mots tels que révolution. Mais voilà, peut-être que ça fait écho à ces mots-là. Ah oui. Bon, enfin, ouais, j'avais pas réfléchi à ça. C'est pas, il y a pas de stigmatisation derrière, en tout cas.
Évolution, si vous voulez. Je changerai mes diapos si je les réutilise. Ouais, du coup, je pense pas que c'est innovation. Enfin, je pense que ça veut Non. pas dire la même chose. Ouais, non. C'est pas innovation. D'autres questions Vas-y, Sophie. Je vais continuer un petit peu. Donc le terme d'évolution me paraissait un petit peu plus justement dans l'idée de bâtir dessus des choses qui existaient déjà. C'est juste parce que je connais des collègues qui se braquent facilement. De la même manière, sur la partie développement pédagogique, c'est vrai que si on pouvait prendre en compte au cours de la carrière, mais avant de le prendre en compte au cours de la carrière, c'est déjà le prendre en compte. On n'arrive toujours pas à le faire rentrer dans nos établissements sans parler de promotion ou quoi que ce soit. C'est juste que ce soit pris en compte et que le temps qu'on peut passer à ça. Donc voilà, sans en venir sur la partie enseignant-chercheur et le métier, c'est un petit peu dur. Et je voudrais faire une remarque concernant le système anglo-saxon, le système américain. Pour travailler avec des gens issus du système américain, c'est parfois pas la panacée en termes culturels et techniques. Donc ça me fait toujours un petit peu peur qu'on les prenne en exemple. Sur ça, il y a des très bonnes choses, parce que je travaille avec, donc je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est vrai qu'il faut aussi apprendre, je pense, aux collègues à faire la part des choses. Voilà, donc c'était juste une remarque sur ça, parce qu'il y a plein de choses, et c'est vrai qu'il y a plein de choses à creuser. Et merci pour la présentation, en tout cas. Voilà. Bon, je vais quand même répondre sur ce point-là. C'est pas mon idée, c'est pas de faire des États-Unis un exemple. J'étais pas là-dessus. Mais disons qu'ils ont commencé à réfléchir depuis 30 ans. Enfin, voilà. Et donc, on a quand même. Je crois que ça fait partie de notre boulot de savoir ce qui s'est déjà fait, parce qu'ils ont avancé quand même par rapport à les questions qu'on se pose aujourd'hui, ils se les posaient il y a déjà longtemps. Donc de voir comment ils ont progressé par rapport à ça me paraît pas inintéressant. Mais ils reviennent dessus, quand j'évoquais le Sottle tout à l'heure. J'ai relu des articles il n'y a pas longtemps sur l'évolution de ce mouvement-là, qui est très protéiforme. Là, je vous ai donné une définition qui donne l'impression que c'est hyper stabilisé, homogène, etc. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est aussi très controversé aux États-Unis. Il y a des dérives qui vont du côté des bonnes pratiques, un peu. Bon, il y a. Bon, l'idée, c'est qu'il y a des principes clés là-dedans, ceux que j'ai essayé de vous énoncer, et que ces principes clés, je pense qu'ils peuvent nous aider à réfléchir. Après, c'est pas du tout dire, voilà, ils sont exemplaires dans ce qu'ils font. C'est pas du tout ça. D'autres questions? D'autres remarques? Oui. Oui, je voulais donc Thibault Hulin de l'Université de Montpellier 2. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'il était nécessaire de mettre en place une réforme administrative, institutionnelle, ou est-ce qu'il est possible de lancer déjà des pistes avant de tels changements, et donc en clair, comment je peux convaincre mes collègues de s'investir, de perdre du temps sur le plan de leur carrière pour s'investir sur des projets pédagogiques et préférences numériques? Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est ce que j'avais éludé dans ma présentation, parce que, je ne sais pas quel milieu vous fréquentez, mais moi, tous les milieux, dès que je sors de mon bureau pour aller rencontrer des gens qui réfléchissent à ces questions-là, tout le monde dit ça. À un moment, et vous avez raison de le dire, donc il faut le redire. Je rappellerai juste que quand on a essayé d'introduire la modulation de service, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2009, il y a eu une levée de bouclier et le projet a été mis à la corbeille. Je dis pas que le projet était bien ficelé, j'en sais rien, je ne l'ai pas regardé de près. Mais en tout cas, c'était un premier pas pour aller vers... Il y a des enseignants-chercheurs qui ne font pas que publier et que faire de la recherche, mais qu'ils ont d'autres activités et que ces activités ont une valeur. Bon... c'est sûr qu'il faut à un moment donné une reconnaissance statutaire.
Alors ça peut être au niveau de l'individu, ça peut aussi être au niveau des établissements, hein. Ils font ça aussi, je crois que je ne sais pas si c'est dans tout le Royaume-Uni, en Écosse en tout cas je suis sûre. Non, pas en Écosse. Non, c'est en Angleterre. En Écosse, c'est sur les différents statuts d'enseignants-chercheurs. Mais en Angleterre, vous avez différents types d'universités. Il y a ce qu'on appelle des universités de recherche et des universités nouvelles, qui sont des universités qui sont plus orientées sur on va former les citoyens de demain pour qu'ils s'intègrent dans la société avec des approches qui sont des approches par compétences, qui touchent à la professionnalisation, etc. Donc il y a aussi des distinguos qui sont faits au niveau des établissements. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller vers ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée qu'à un moment donné, il faut que cette question de l'activité, ou en tout cas des activités concurrentielles, ou en tout cas de toutes les activités qui sont exercées par l'enseignant-chercheur, soient reconnus dans leur carrière, c'est une évidence. Voilà, mais une fois qu'on l'a dit, on n'est pas plus avancé, malheureusement. Une dernière question. Bien, très bien. Merci. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu montres bien qu'il y a un phénomène de cohérence nécessaire entre l'ensemble des tenants et des aboutissants du dispositif, ce qui devient partie de l'étudiant, même si tu es l'IUD, du problème de statut et de la reconnaissance, en finissant aussi sur les problèmes du coup d'immobilier et d'emplacement. Et donc on a vraiment ce problème de cohérence. Et j'attire votre attention sur pour l'instant, on ne voit pas beaucoup ce problème de cohérence. C'est-à-dire qu'au quotidien, on ne le voit pas. On nous demande de développer des pédagogies actives, mais sans nous mettre les salles à disposition. Je ne parle même pas de la reconnaissance, parce que ça, en effet, c'est entendu. Mais sans nous mettre forcément les moyens à disposition, en tout cas réfléchir par rapport à ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant ce point de vue global avec cette notion de cohérence. Merci encore.